Eh bien, nous étions à la fin du XXe siècle, et dans un festival d'une ville de bord de mer, j'ai rencontré une grande femme portant à bout de bras une presse de 50 kilos, faisait des tirages en tripatouillant de l'encre d'imprimerie pour les distribuer à des petits-enfants. Et ces tirages, c'était ces linogravures qu'elle avait préparées pour venir au festival. Et à la fin de la journée, elle était couverte d'encre de la tête aux pieds. Et j'ai trouvé ça tellement séduisant que je suis allé lui parler et qu'on est devenus amis. Et en 2002, nous avons sorti notre premier livre qui s'appelait Monsieur Troublevue et son brochet. C'est ça qui a lancé notre aventure qui dure 25 ans après. Alors, la première fois que j'ai vu Jean-Luc, en fait, c'était dans un vernissage où il dépassait de tout le monde avec cette touffe de cheveux blancs sur la tête. Et je me suis dit, oh, lui, c'est un mec connu, je le connais, c'est qui? Et donc, effectivement, la première fois qu'on s'est parlé, c'était à une ville de bord de mer qui est Rouen. Donc, je vous laisse méditer là-dessus, la géographie de Jean-Luc Fromental. Où, effectivement, on était tous les deux sur le stand du Seuil Jeunesse. C'était quasiment mon premier festival. Et on est rentré en train et on a papoté pendant tout le trajet. Et surtout, notre moment fondateur, c'est plutôt sur une plage à Groix. Je lui ai dit, t'aurais pas une idée d'un truc rapide à faire, une petite histoire Et donc il m'a dit, j'ai une idée, c'est des pingouins. C'est une famille qui reçoit des pingouins, un pingouin tous les jours, pendant 1 an. Et là, j'ai eu des visions de pingouins sur des étagères. On a vendu ça à notre éditrice et hop, 6 mois après, on a fait 365 pingouins et on ne s'est pas vraiment arrêté depuis. Et j'espère qu'on va continuer encore longtemps. Le premier mot que j'ai tiré est téléphone. Je vois un petit peu ce que tu veux dire, c'est-à-dire que entre nous, les relations sont essentiellement téléphoniques. On travaille d'une manière qui est très particulière, qui consiste à construire l'album à mesure qu'il avance. Et les idées littéraires se nourrissent des idées graphiques qui elles-mêmes se nourrissent des idées littéraires. C'est-à-dire que c'est un système de va-et-vient permanent. Toujours, je dessine à la place de Jean-Luc et il écrit à ma place, donc le processus se fait au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'on fabrique ça ensemble. On n'est pas... à la fin, ça fait une espèce de pâte qui est un mélange de nous deux, quoi. Et dans ce processus-là, le téléphone est un outil extrêmement important puisqu'il nous permet, à toute heure du jour ou de la nuit, non, parce que je ne travaille pas après 6 heures du soir. Ouais, on est un peu décalé quand même. Moi, c'est l'heure à laquelle je commence à travailler. On a des horaires communs, mais... Oui. Très souvent, et ça je m'en suis rendu compte dans beaucoup de collaborations que j'ai à droite et à gauche avec différentes personnes, c'est que des conversations anodines surgissent les idées. Plutôt que d'être focalisé sur ce qu'on cherche, c'est bien de parler autour de ce qu'on cherche, de s'engueuler sur des trucs, et Dieu sait qu'on a des points de désaccord sur à peu près tout. Et alors le truc aussi, c'est que, parce que quand même comme tout ça est des fois fort long, moi je continue à travailler pendant ce temps-là, donc je pose mon téléphone sur ma table, et en général je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit là-dessus? J'entends des gratouillis, parce c'est qu'en fait, horripilant. Je continue à travailler, puis je parle au téléphone. On se parle quasiment quotidiennement, en fait, on s'appelle quasiment tous les jours. Surtout quand il y a un travail en cours, en général je fais 1 page par jour, surtout sur Miss Chat où je fais 1 page par jour, je lui envoie la page et j'attends le coup de téléphone de Jean-Luc. Et aussi le téléphone, parce que Paris a ce défaut que les déplacements sont incroyablement longs et poussifs. Oui, puis alors moi j'habite en banlieue, alors lui faire franchir le périph', c'est... Si, je sais y aller maintenant. Mon Dieu. Mais en général, quand on se voit, c'est quand même... Je monte à la capitale. Ça lui fait l'occasion de voir du monde. De voir un peu des gens. Stylo japonais. Ah. J'ai toujours eu une attirance, un goût, une facilité vers le gros trait noir. J'ai commencé avec des pinceaux, j'ai découvert la linogravure qui convenait tellement bien à ce gros trait noir et à ce truc un peu épais, quoi. Et plus ça va, plus j'utilise des outils fins. Et j'ai découvert, alors stylo japonais, ça fait très chic, mais en fait, il s'agit juste du pilot de base, qui avant se trouvait absolument partout.
et qu'on ne trouve plus. Et je sais pas, j'ai trouvé l'outil magique qui permet de faire des tout petits très 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 fins. Plus ça va, plus j'ai envie de faire des choses fines. Et puis peut-être aussi parce qu'en général, Jean-Luc me demande de dessiner des choses très compliquées et que avec un gros trait un peu patapouf, ça devient des fois un peu difficile. Derrière, il y a un style que du Joël Jolivet, que ce soit à la gouge ou au stylo japonais, ça reste reconnaissable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend ton style et qu'on l'a vu, on sait que c'est de toi, quoi que tu fasses. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une lassitude, il y a des... On se retrouve aussi un peu enfermé dans des styles parce qu'on attend, les gens attendent quelque chose. Et moi, j'ai un peu tendance à aller exactement là où on ne m'attend pas parce que ça m'ennuie. Puis j'aime bien avancer, quoi. En fait, j'ai besoin d'avancer. J'apprends tout le temps. J'apprends à dessiner. Je sais toujours pas bien dessiner. En fait, je saurai jamais. On essaye de ne jamais refaire ce qu'on a déjà fait parce que ça, c'est la recette idéale pour l'ennui et donc la médiocrité. Le secret simple des livres qui fonctionnent, c'est des livres qu'on fait en s'amusant. Parachute. Ça complète exactement ce qu'on était en train de dire sur notre manière de travailler, puisque en général, quand on commence un projet, on a une idée très vague et on distingue, je dirais, dans le brouillard, une forme. Voilà. Une forme qui est une forme simplement mentale de ce que devrait être le livre. Par exemple, quand on parle des pingouins, chaque jour, un pingouin de plus, et donc rapidement un chemin vers l'enfer, dans une maison bien tenue, forcément. Donc, on avait cette idée-là, mais c'était tout. Les péripéties, tout ça, rien n'était forgé, et on n'avait aucune idée de la façon dont ça allait se terminer. Et le mot parachute évoque exactement ça, c'est-à-dire cette façon d'arriver au bord de la falaise, d'avoir une première image, en gros, une idée un peu vague de ce qui viendra ensuite, et de se balancer du haut de la falaise en se disant « on s'en fout, notre savoir-faire c'est notre parachute, donc on ne va pas s'écraser au sol ». Et en réalité, c'est une méthode qui, à ma grande surprise, est apparue extrêmement efficace. Disons que le parachute a toujours fini par s'ouvrir, des fois très près du sol. Voilà, c'est ça. Il y a des fois où on se fait vraiment peur. Tout d'un coup, c'est comme dans les bandes dessinées, quoi. Il y a une petite lumière qui se crée et qui s'allume. Le fait d'être à deux, c'est fait aussi que l'autre, il va ouvrir il va bien y arriver à l'ouvrir ce beau dieu de parachute, parce que à deux, à la fois, on s'entraide et à la fois, on compte un peu sur l'autre pour faire avancer les choses, quoi. Poulpeski. Alors, c'est pas un auteur russe. Poulpeski. C'est un peu le symbole, le Poulpeski, c'est un peu le symbole du truc impossible à dessiner. Parce que, alors, Jean-Luc prétend que je suis capable de tout dessiner. Donc, il me donne des challenges comme ça, du genre, voilà, ils sont dans une station de ski et il y a le poulpe et il descend et il skie super bien en plus. Quand Jean-Luc disait qu'il ne savait pas dessiner, des fois, il ne se rend pas bien compte de un scénariste, c'est comme un réalisateur de film qui a des moyens illimités, quoi. C'est-à-dire, il peut très bien décider que là, il y a une voiture qui descend de la falaise avec un parachute qui tombe sur la Tour Eiffel, n'importe quoi. Enfin voilà, on détruit la moitié de Paris. Enfin, on peut tout faire. On l'a fait, ça, d'ailleurs. On l'a fait. On peut tout faire. Donc j'essaye toujours de trouver des solutions et parce que aussi c'est un peu excitant c'est des challenges, quoi, d'arriver à dessiner des trucs impossibles. Voilà, ça fait partie de l'alchimie du duo, c'est-à-dire qu'avec Joël, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Et c'est presque un challenge pour moi, parce que c'est fait parfaitement consciemment, parce que c'est aussi une espèce de limitation des dessinateurs qui, quand ils sont conscients, ne se lancent pas dans des choses qu'ils ne savent pas faire. C'est-à-dire qu'avec Joël, c'est incroyable. Ça a l'air d'être de l'autosatisfaction, ce que je dis, alors que ça n'est que l'expression de notre joie de travailler, en fait. Poulpeski. Poulpeski.
Voilà, c'est donc le moment émouvant de la première réunion de travail, en l'occurrence pour le 6e album de Mischa. On va partir sur une idée à la Jekyll et Hyde, en fait. On va lui créer un lien supplémentaire, et donc là, je pense qu'on pourrait appeler le personnage Musidora, Mouse, comme dans Mickey Mouse, et que l'idée que j'ai eue, c'est qu'elle est exactement le double inversé de Mischa, dont tout le travail consiste à faire régner le bien et la justice. Elle, c'est une voleuse, et j'ai pensé à une scène qui pourrait être une scène de démarrage, où Mischa tend un piège à Musidora pour l'empêcher de nuire. Elle va s'apercevoir qu'elle va se retrouver en fait devant elle-même, mais au lieu d'être habillée en chat, elle est habillée en souris. Wow. Elle est face à son double, et c'est absolument effarant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, alors là tu l'as faite effectivement avec son masque, elle est très bien déjà. Mais peut-être qu'elle a juste un masque de Mickey, ils ont commencé un masque de Mickey. Voilà, là tu l'as faite bien, et ce qui est vachement bien dans ce que tu fais là, c'est qu'elle a déjà les yeux de Mischa. Bah oui, parce qu'en fait j'ai fait Mischa, et puis je lui ai... C'est ça. Et en fait, dans la vraie vie, il dit jamais vachement bien. Je suis hyper sympa comme mec. Ah ouais, c'est super ce que tu... Non, c'est pas vrai. C'est bien ce que tu fais. Tu plaisantes. C'est pas vrai, il arrête pas de me faire des compliments, même j'y crois même pas d'ailleurs. Alors que moi, en fait, je lui fais jamais de compliments. C'est vrai, continue. Mais je n'en pense pas moi. Mais oui. Et là, elle lui retire son... Je vais enfin savoir qui tu es, enfin tu vois, Voilà. Ton identité secrète, je sais pas quoi. Elle lui retire le masque. Et là, la didascalie, c'est stupéfaite. Mischa se retrouve face à elle-même. Vous avez encore une demi-journée devant vous, il n'y a pas de problème. Oui, parce que dans la vraie vie, ça va pas aussi vite quand même, on est d'accord. Et on est dans des discussions qui vont un peu dans toutes les directions, mais qui sont un peu plus poussées que là, où c'est vraiment une impro. Mais en gros, ça ressemble à ça quand même. Faire un livre illustré, c'est mieux à deux, vu que je ne sais pas dessiner. Alors déjà, voilà. Après, quand on écrit un roman, c'est souvent mieux à un. Pour la même raison que Jean-Luc, vu que je n'écris pas, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour faire des livres. Et en fait, je suis pas. C'est un métier de solitaire, mais j'aime pas trop être toute seule. J'aime bien travailler avec des gens. Je suis incapable de travailler toute seule dans mon coin, de faire tout un livre et d'arriver à dire voilà, c'est ça. Ça, je ne sais pas faire du tout. C'est du jazz. Ce sont deux instruments différents et deux instrumentistes d'instruments différents qui jouent ensemble. On se modifie au contact de l'autre parce que chacun joue d'un instrument différent.